Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et d'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Jean-Baptiste Moreau, bûcheron expérimenté du Jura français, qui, en décembre 1963, réussit l'exploit de survivre 3 mois dans les conditions hivernales les plus extrêmes grâce à une technique ancestrale que tous ses compagnons avaient méprisée. Cette histoire vraie révèle comment les savoirs traditionnels, transmis de génération en génération, peuvent parfois sauver des vies là où la technologie moderne échoue. Cette aventure de survie exceptionnelle nous plonge dans l'hiver le plus rigoureux du XXe siècle en France, quand les températures descendirent jusqu'à 42 degrés C dans les montagnes jurassiennes, et nous montre comment un homme seul, armé de sa seule connaissance de la nature, parvint à défier les éléments et à prouver que l'intelligence peut triompher de l'adversité la plus hostile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de survie et d'aventures humaines. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous captive et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces histoires d'exception. Préparez-vous à découvrir comment l'ancien savoir peut sauver la vie quand la modernité montre ses limites. Le 12 décembre 1963, Jean-Baptiste Moreau, bûcheron expérimenté de 52 ans, originaire de Morez dans le Jura, se préparait pour ce qui devait être une mission de marquage forestier de routine dans la forêt de Rizou, située entre la France et la Suisse. Cette vaste étendue boisée de 2200 hectares, réputée pour ses épicéas centenaires et ses hivers particulièrement rigoureux, abritait depuis des siècles les activités traditionnelles des bûcherons jurassiens. Moreau, fils et petit-fils de forestiers, connaissait cette forêt comme sa poche, ayant appris dès l'enfance auprès de son grand-père les secrets de survie que se transmettaient les gens des bois depuis des générations. L'équipe de l'Office national des forêts, dirigée par l'ingénieur parisien Marcel Dubois, avait été chargée d'une mission d'inventaire forestier destinée à préparer les coupes de l'année suivante. Cette expédition, programmée pour durer 1 semaine, devait permettre de marquer et répertorier les arbres destinés à l'abattage dans les secteurs les plus reculés de la forêt. L'équipe comprenait 6 hommes. Dubois et son assistant technique Antoine Mercier, tous deux formés à l'école forestière de Nancy, 3 bûcherons locaux habitués aux conditions hivernales montagnardes, et Jean-Baptiste Moreau, engagé comme guide local en raison de sa connaissance exceptionnelle du terrain. Moreau se distinguait déjà de ses collègues par son équipement et ses préparatifs. Tandis que les autres membres de l'équipe s'équipaient de matériel moderne, tentes de camping militaire, réchauds à gaz, duvets synthétiques, vêtements techniques importés d'Allemagne, le vieux bûcheron préparait méthodiquement un paquetage qui semblait sortir d'un autre âge. Sa hache artisanale forgée par son père, sa scie passe-partout héritée de son grand-père, ses vêtements de laine traditionnels cousus par sa femme et surtout un assortiment d'outils bizarres que ses compagnons regardaient avec amusement et condescendance. Jean-Baptiste se moquait gentiment Mercier. « Tu vas partir en expédition ou au musée? Avec tout ce bric-à-brac, tu vas crever de froid avant la première nuit. » Cette plaisanterie était partagée par l'ensemble de l'équipe qui considérait l'équipement de Moreau comme pittoresque, mais totalement inadapté aux exigences d'une mission hivernale en montagne. L'ingénieur Dubois lui-même, pourtant respectueux de l'expérience locale, doutait secrètement de la pertinence de ces méthodes ancestrales face aux rigueurs de l'hiver jurassien. Moreau accueillait ces moqueries avec le sourire bonhomme de celui qui a confiance en son savoir. « Mes amis, répondait-il calmement, mon grand-père survit aux hivers de 1870 et 1916 avec moins que ça. Les arbres et la terre, ils savent mieux se protéger du froid que vos machines. Il faut juste savoir leur demander. » Cette philosophie, mélange de sagesse populaire et de connaissances empiriques accumulées sur plusieurs générations, semblait archaïque aux yeux de ses compagnons formés aux techniques modernes de survival. Le départ fut fixé au matin du 13 décembre, malgré les prévisions météorologiques inquiétantes annoncées par Météo France. Un front polaire d'une amplitude exceptionnelle s'approchait de l'Europe occidentale, promettant des températures records
et des chutes de neige importantes. Cependant, l'urgence administrative de terminer l'inventaire avant les fêtes de fin d'année poussa l'équipe à maintenir son planning, malgré les réserves exprimées par Moreau, qui lisait dans le comportement des animaux et la couleur du ciel les signes d'un hiver particulièrement précoce et rigoureux. Les premiers kilomètres de marche dans la forêt enneigée se déroulèrent dans une ambiance détendue et confiante. L'équipe progressait sur les sentiers balisés, s'arrêtant régulièrement pour marquer les arbres sélectionnés selon les critères sylvicoles établis. Moreau, marchant en tête avec l'aisance de celui qui connaît chaque pierre et chaque racine, guidait ses compagnons vers les secteurs les plus riches en bois d'œuvre de qualité. Sa connaissance intime du terrain impressionnait même Dubois, habitué pourtant aux guides forestiers expérimentés. Cependant, dès la fin de l'après-midi du premier jour, les conditions météorologiques commencèrent à se dégrader rapidement. Le vent se leva brutalement. La neige se mit à tomber avec une intensité croissante, et la température chuta de manière alarmante. Vers 17 heures, le thermomètre indiquait déjà 15 degrés C. Température exceptionnellement basse pour un mois de décembre, même dans le Jura. Les membres de l'équipe, malgré leur équipement moderne, commençaient à ressentir les effets du froid et de l'humidité. C'est à ce moment crucial que Moreau proposa de modifier radicalement le plan initial. « Mes amis », déclara-t-il en observant le ciel de plomb et les flocons de plus en plus denses, « cette tempête va durer plusieurs jours. Nos tentes ne tiendront pas dans ces conditions. Je connais un endroit où nous pourrions construire un abri qui nous protégerait vraiment. » Cette proposition fut accueillie avec scepticisme par l'équipe qui préférait s'en tenir au matériel éprouvé plutôt que de faire confiance à des techniques traditionnelles non testées. Dubois, chef de mission responsable de la sécurité de son équipe, prit la décision de maintenir le plan original et d'établir le camp de base selon les procédures standards. Les tentes furent montées dans une clairière jugée abritée, les réchauds à gaz allumés pour préparer le repas, et chacun s'installa pour la nuit dans son duvet moderne, convaincu que la technologie contemporaine offrait une protection suffisante contre les éléments. Cette confiance dans le matériel industriel allait bientôt être mise à rude épreuve par la nature déchaînée. La nuit du 13 au 14 décembre 1963 marqua le début de ce qui allait être enregistré dans les annales météorologiques comme l'une des vagues de froid les plus intenses du XXe siècle en Europe occidentale. Vers minuit, le thermomètre chuta brutalement à 28 degrés, tandis que des rafales de vent dépassant 80 km/h transformèrent la paisible forêt en un enfer glacial. Les tentes modernes de l'équipe, conçues pour des conditions normales de camping hivernal, révélèrent rapidement leurs limites face à cette combinaison meurtrière de froid extrême et de vent violent. La première tente à céder fut celle de Mercier et de son collègue Roussel. Vers 2 heures du matin, les sardines arrachées par le vent et les coutures éclatées sous la pression des rafales transformèrent leur abri en piège mortel. Réveillés en sursaut par l'effondrement de leur protection, les 2 hommes se retrouvèrent exposés aux éléments, leur duvet trempé par la neige qui s'engouffrait impitoyablement. L'hypothermie commença immédiatement à faire son œuvre, leur corps perdant rapidement leur capacité à maintenir une température interne viable. « Dubois, au secours !» hurlait Mercier dans la tempête, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement du vent. L'ingénieur et les autres membres de l'équipe, réveillés par ces cris de détresse, tentèrent désespérément de porter assistance à leurs collègues en détresse. Cependant, leurs propres abris commençaient eux aussi à montrer des signes de faiblesse. Les structures métalliques ployant dangereusement sous les assauts répétés des rafales glaciales. Jean-Baptiste Moreau, qui avait passé la première partie de la nuit à renforcer discrètement sa propre installation avec des branches et des pierres selon les techniques transmises par ses ancêtres, émergea de son abri artisanal pour porter secours à ses compagnons en détresse. « Venez tous chez moi !» cria-t-il en aidant Mercier et Roussel à se relever. « Mon abri tiendra le coup, mais il faut faire vite avant que vous ne geliez complètement. » La petite tente de Moreau, renforcée par un ingénieux système de cordages et de pierres que ses compagnons avaient jugé primitif, résistait remarquablement aux assauts de la tempête. Plus surprenante encore, l'intérieur demeurait relativement chaud grâce à un petit réchaud artisanal alimenté par des braises qu'il entretenait savamment.
Cette différence de température, bien que perceptible, ne suffisait cependant qu'à retarder l'inévitable. 6 hommes entassés dans un espace prévu pour 2 ne pourraient survivre longtemps dans ces conditions extrêmes. Jean-Baptiste, déclara Dubois avec la gravité de la situation. Nous ne tiendrons pas jusqu'au matin dans ces conditions. Le vent arrache tout. Nos équipements sont inutiles. Que proposes-tu? Cette question marquait un tournant dans la dynamique de l'équipe. Pour la première fois, le chef de mission formé dans les meilleures écoles reconnaissait implicitement que les méthodes modernes trouvaient leurs limites face à la fureur des éléments naturels. Moreau observa attentivement ses compagnons transis de froid, évalua rapidement les ressources disponibles, puis prit une décision qui allait déterminer leur survie ou leur perte. Il faut construire un vrai abri d'hiver, comme le faisaient nos ancêtres. Je connais une technique que mon grand-père m'a enseignée, mais cela demande du travail et il faut me faire confiance. Cette proposition, qui semblait dérisoire face à l'urgence de la situation, représentait pourtant leur seul espoir de survie dans cet environnement hostile. L'idée de quitter les abris existants, même défaillants, pour se lancer dans la construction d'un refuge de fortune au cœur de la tempête paraissait folle à la plupart des membres de l'équipe. Cependant, l'aggravation constante de leurs conditions et l'évidence que leurs équipements modernes ne suffiraient pas à les protéger les convainquirent et progressivement d'accorder leur confiance à l'expérience du vieux bûcheron. Cette décision, prise dans l'urgence et le désespoir, allait se révéler cruciale pour leur survie. « D'accord, Jean-Baptiste », accepta finalement Dubois après avoir consulté ses hommes du regard. « Nous te suivons. Mais explique-nous ton plan, parce que là, nous jouons nos vies sur tes connaissances. » Cette responsabilité énorme pesait lourdement sur les épaules de Moreau, qui savait que le moindre échec dans l'exécution de son plan condamnerait 6 hommes à une mort certaine par hypothermie dans l'indifférence glaciale de la forêt hivernale. Moreau commença immédiatement à exposer sa stratégie de survie, puisant dans un savoir-faire millénaire que ses ancêtres avaient perfectionné à travers les siècles les plus rudes de l'histoire européenne. « Nous allons construire ce que mon grand-père appelait une cave à ours », expliqua-t-il en rassemblant ses outils traditionnels. C'est un abri creusé dans la terre et recouvert de bois et de neige qui utilise la chaleur naturelle du sol. Cela demande du travail, mais une fois terminé, ce sera plus chaud qu'une maison. Cette technique ancestrale, que Moreau avait observée dans sa jeunesse mais jamais pratiquée en situation de survie réelle, reposait sur des principes thermodynamiques que les anciens comprenaient intuitivement sans pouvoir les théoriser scientifiquement. L'idée était d'exploiter la température constante du sol à faible profondeur, environ 8-10 degrés même en plein hiver, de créer un espace isolé de l'air extérieur et d'utiliser la chaleur corporelle des occupants pour réchauffer progressivement cet espace confiné. Malgré le vent hurlant et la neige qui tombait désormais en rafales horizontales, Moreau guida son équipe vers un emplacement qu'il avait repéré dans l'après-midi. Un léger promontoire, abrité par un bosquet d'épicéas centenaires, situé près d'une source qui ne gelait jamais même par les hivers les plus rigoureux. Ce choix d'emplacement révélait sa connaissance intime de la microgéologie locale et son instinct pour identifier les zones où la terre conservait le mieux sa chaleur naturelle. « Ici, » déclara-t-il en plantant sa pelle artisanale dans le sol légèrement gelé. « Le terrain est parfait. La terre n'est pas trop humide à cause de la pente. Les racines des gros arbres vont nous aider à consolider notre toit, et la source proche nous évitera de manquer d'eau. » Cette analyse rapide mais précise du terrain impressionna Dubois, qui commençait à réaliser que l'expérience empirique du vieux bûcheron reposait sur une compréhension sophistiquée de l'environnement naturel. Le travail de terrassement commença immédiatement, malgré les conditions épouvantables. Moreau dirigeait les opérations avec la précision d'un chef de chantier expérimenté, assignant à chacun une tâche spécifique selon ses capacités et ses outils. Mercier et Roussel, vous creusez le fond avec moi. Dubois et Martin, vous coupez les branches de couverture. Leblanc, tu ramasses tout ce que tu peux trouver comme mousse sèche et comme pierre plate. Cette organisation méthodique permettait d'optimiser l'efficacité du travail tout en maintenant l'activité physique nécessaire pour lutter contre le froid. Le creusement révéla rapidement la justesse du choix de Moreau.
À seulement 80 cm de profondeur, la terre était non seulement plus chaude, mais également plus facile à travailler, protégée du gel par l'isolation naturelle de la couche supérieure. Les hommes, stimulés par cette découverte encourageante et réchauffés par l'effort physique intense, commençaient à reprendre espoir. Leur duvet trempé et leur tente déchirée paraissaient soudain moins catastrophiques face à cette alternative concrète. « Regardez ça !» s'exclama Mercier en posant sa main nue sur la terre fraîchement creusée. « Elle est effectivement plus chaude. On dirait qu'il y a un chauffage naturel sous nos pieds. » Cette découverte de la différence de température entre la surface gelée et la terre à faible profondeur illustrait parfaitement le principe sur lequel reposait la technique ancestrale de Moreau. Le sol, protégé par l'isolation thermique de la neige et de l'humus, conservait une température relativement stable même pendant les plus grands froids. La construction du toit représentait le défi technique le plus complexe de l'opération. Moreau avait conçu un système ingénieux qui combinait plusieurs techniques traditionnelles adaptées aux matériaux disponibles sur place. « Nous allons faire un toit en sandwich », expliquait-il tout en entrelaçant habilement les branches d'épicéa. D'abord une couche de grosses branches pour la solidité, puis de la mousse et des feuilles pour l'isolation, ensuite des branches plus fines et enfin une couche de neige qui va durcir et faire une carapace étanche. Cette architecture complexe nécessitait une précision remarquable dans l'assemblage. Chaque branche devait être positionnée de manière à répartir uniformément le poids tout en créant une surface imperméable aux infiltrations d'air et d'eau. Moreau, guidé par l'expérience transmise par ses ancêtres et par son instinct de constructeur traditionnel, supervisait minutieusement chaque étape de l'assemblage, corrigeant les erreurs et optimisant la structure au fur et à mesure de sa réalisation. Le système de ventilation constitua un autre aspect crucial de la construction. Contrairement aux idées reçues, un abri de survie ne doit pas être hermétique sous peine de provoquer l'asphyxie de ses occupants. Moreau aménagea donc un ingénieux système de circulation d'air qui permettait de renouveler l'atmosphère intérieure tout en préservant la chaleur accumulée. « Il faut que l'air circule », expliquait-il, « mais pas qu'il nous gèle. C'est tout l'art de la construction. » Vers 6 heures du matin, après 5 heures de travail acharné dans des conditions épouvantables, l'abri était enfin terminé. Cette construction semi-enterrée, d'apparence modeste mais remarquablement sophistiquée dans sa conception, pouvait abriter confortablement 6 personnes dans un espace de 3 mètres sur 2 mètres, avec une hauteur sous plafond de 1,80 mètres. L'entrée, protégée par un ingénieux système de chicane, empêchait l'air froid de pénétrer directement dans l'habitat. La première test de l'efficacité de cette construction ancestrale fut saisissant. Dès que les 6 hommes s'installèrent à l'intérieur, la température commença à remonter perceptiblement. En moins d'1 heure, l'intérieur de l'abri atteignait 5 degrés Ré positifs, alors qu'à l'extérieur, le thermomètre marquait toujours 28 degrés. Cette différence de température de 33 degrés, obtenue uniquement grâce à l'isolation naturelle et à la chaleur corporelle, confirmait spectaculairement la validité des techniques traditionnelles. « C'est incroyable, Jean-Baptiste !» s'émerveillait Dubois en retirant ses gants pour la première fois depuis des heures. « Comment ton grand-père connaissait-il ces principes thermodynamiques ?» Cette question touchait au cœur de la transmission des savoirs populaires. Comment des générations de paysans et d'artisans avaient-elles développé empiriquement des techniques que la science moderne redécouvrait et théorisait seulement maintenant? Cette sagesse ancestrale, fruit de siècles d'observation et d'expérimentation, révélait sa pertinence face à l'urgence de la survie. L'amélioration des conditions de vie à l'intérieur de l'abri de Moreau se poursuivit de manière spectaculaire au cours des heures suivantes. Tandis qu'à l'extérieur la tempête continuait de faire rage avec une violence inouïe, la température à l'intérieur de la cave à ours monta progressivement jusqu'à atteindre 12 degrés C vers midi, soit un différentiel de 40 degrés par rapport à l'extérieur où le thermomètre marquait désormais 28 degrés C. Cette performance thermique, obtenue sans aucun système de chauffage artificiel, stupéfiait les membres de l'équipe habitués aux technologies modernes. La clé de cette efficacité résidait dans la combinaison subtile de plusieurs phénomènes physiques que Moreau maîtrisait intuitivement sans pouvoir les expliciter scientifiquement. L'isolation thermique du sol,
protéger l'abri du froid extérieur par le bas, l'isolation naturelle assurée par les couches de mousse, feuilles et neige, protégées par le haut et les côtés, tandis que l'étanchéité relative de la structure permettait à la chaleur corporelle des 6 occupants de s'accumuler progressivement dans l'espace confiné. « Regardez », observait Mercier en pointant du doigt les parois intérieures. « La terre commence même à sécher, et mes vêtements trempés sont en train de se réchauffer. » Cette observation révélait un autre avantage inattendu de cette technique ancestrale. L'abri fonctionnait également comme un séchoir naturel qui permettait aux vêtements mouillés de perdre leur humidité et de retrouver leurs propriétés isolantes. Cette fonction cruciale pour la survie en conditions extrêmes n'était assurée par aucun équipement moderne transportable. Moreau profita de cette amélioration des conditions pour organiser méthodiquement la vie dans l'abri selon les techniques de survie hivernale transmises par ses ancêtres. Il aménagea des couchettes surélevées avec des branches et de la mousse pour isoler les corps du contact direct avec le sol, créa un espace de stockage pour la nourriture et l'équipement et surtout installa un ingénieux système de récupération et de conservation de la chaleur corporelle qui optimisait l'efficacité thermique de leur refuge improvisé. Le système d'éclairage et de chauffage d'appoint mis au point par Moreau relevait du génie ancestral. Il creusa une petite alcôve latérale où il installa un réchaud artisanal alimenté par de petites branches sèches soigneusement sélectionnées. Ce mini-foyer, muni d'un conduit d'évacuation rudimentaire mais efficace, permettait de chauffer de l'eau, de réchauffer la nourriture et surtout de faire monter la température intérieure de quelques degrés supplémentaires sans risque d'asphyxie ou d'incendie. « Comment sais-tu tout cela, Jean-Baptiste » demandait Dubois avec une admiration croissante. « Où ton grand-père a-t-il appris ces techniques si sophistiquées » Moreau souriait en attisant délicatement son petit feu. Mon grand-père me racontait que ces techniques venaient de bien plus loin que lui. Son propre grand-père les tenait de son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Il disait que c'était le savoir des anciens temps, quand les gens n'avaient là que la nature pour survivre aux grands hivers. Cette transmission orale de techniques de survie révélait l'existence d'un patrimoine culturel méconnu, mais extraordinairement sophistiqué. Ces méthodes, développées et perfectionnées au cours de siècles d'expérimentation par des populations contraintes de s'adapter aux conditions climatiques les plus hostiles, représentaient un corpus de connaissances empiriques d'une richesse et d'une précision remarquables. Leur efficacité, démontrée de manière spectaculaire dans cette situation d'urgence, questionnait la confiance aveugle de la société moderne en ces technologies. L'organisation de la vie quotidienne dans l'abri suivait également des règles précises que Moreau appliquait avec une rigueur toute militaire. Chacun avait sa place assignée selon sa corpulence et sa production de chaleur corporelle. Les horaires de sommeil et de veille étaient organisés pour optimiser la surveillance et l'entretien du feu, et même la consommation de nourriture obéissait à des principes diététiques adaptés aux conditions de survie en environnement hostile. « Il faut manger gras et salé par ce froid », expliquait Moreau en distribuant parcimonieusement les rations. Le corps a besoin de calories pour produire de la chaleur et le sel aide à retenir l'eau dans l'organisme. Mon grand-père disait que par 30 degrés grains, il faut manger comme un ours qui prépare son hibernation. Cette connaissance nutritionnelle empirique, transmise de génération en génération, coïncidait parfaitement avec les recommandations de la diététique moderne pour la survie en conditions extrêmes. Le système de couchage organisé par Moreau optimisait la conservation et le partage de la chaleur corporelle selon des principes que la thermodynamique moderne validerait entièrement. Les hommes étaient disposés selon leur corpulence et leur métabolisme de manière à créer un gradient thermique optimal, les plus producteurs de chaleur au centre, les plus frileux à la périphérie, mais bénéficiant de la chaleur centrale. Cette organisation, apparemment instinctive, reposait en réalité sur une compréhension sophistiquée des échanges thermiques entre corps humains. La gestion de l'hygiène dans cet espace confiné représentait un défi considérable que Moreau résolut avec la même ingéniosité ancestrale. Il aménagea un espace sanitaire isolé avec un système de ventilation spécifique, organisa la rotation des vêtements pour éviter l'accumulation d'humidité et surtout mit en place des règles de vie communes qui préservaient la cohésion du groupe dans des conditions de promiscuité extrême.
L'efficacité remarquable de cette organisation traditionnelle commençait à modifier profondément le regard que portaient les membres de l'équipe sur les techniques ancestrales et sur la valeur des savoirs populaires. Pour la première fois de leur vie, ces hommes formés aux méthodes modernes découvraient que la technologie contemporaine, malgré ses performances dans des conditions normales, pouvait se révéler totalement inadaptée face aux extrêmes naturels, et que les techniques traditionnelles, forgées par des siècles d'expérience, conservaient parfois une supériorité pratique indéniable. Le deuxième jour dans l'abri révéla l'ampleur exceptionnelle de la vague de froid qui s'abattait sur l'Europe. Grâce à la radio portable de l'équipe, les hommes apprirent que les températures atteignaient des records historiques dans toute la région. 35 degrés G à Besançon, 38 degrés à Pontarlier et jusqu'à 42 degrés dans les hauteurs du Jura. Ces conditions extrêmes, que la météorologie française n'avait pas enregistrées depuis 1830, transformaient leur refuge improvisé en véritable bouée de sauvetage dans un océan de froid mortel. Pendant que la nature déchaînait sa fureur à l'extérieur, l'abri de Moreau maintenait une température stable de 15 degrés C, soit un différentiel stupéfiant de 50 degrés par rapport aux conditions extérieures. Cette performance thermique, qui défait toute logique pour des observateurs non initiés, s'expliquait par l'optimisation progressive du système, l'accumulation de chaleur corporelle, l'amélioration de l'isolation par tassement naturel des matériaux, et surtout, l'adaptation comportementale des occupants qui apprenaient à gérer leurs mouvements et leur métabolisme selon les enseignements de Moreau. « C'est un miracle !» s'exclamait Roussel en constatant qu'il pouvait dormir confortablement sans son duvet, simplement protégé par ses vêtements séchés et une couverture de fortune confectionnée avec de la mousse et des branches. Cette situation, impensable la veille quand ils grelottaient dans leurs équipements modernes, illustrait parfaitement l'efficacité des techniques ancestrales face aux défaillances de la technologie contemporaine dans des conditions extrêmes. Moreau profita de cette amélioration des conditions pour transmettre à ses compagnons d'autres techniques de survie qu'il tenait de ses ancêtres. Il leur enseigna comment identifier et préparer les plantes comestibles hivernales, comment purifier l'eau avec des moyens naturels, comment prévoir l'évolution météorologique en observant les signes de la nature, et surtout comment maintenir le moral et la cohésion du groupe dans des situations de détresse prolongée. La nature nous donne tout ce qu'il faut pour survivre, expliquait-il en montrant comment extraire la résine des épicéas pour fabriquer des torches durables. Il faut juste savoir regarder et écouter. Mon grand-père disait que les arbres parlent à ceux qui savent les entendre. Cette philosophie animiste, mélange de sagesse populaire et d'observation empirique, révélait une approche holistique de la survie qui intégrait aspects pratiques, psychologiques et spirituels. L'enseignement de Moreau dépassait largement la simple transmission de techniques pour toucher à une véritable philosophie de vie en harmonie avec l'environnement naturel. Il expliquait comment ses ancêtres avaient développé une compréhension intime des cycles naturels, des propriétés des matériaux organiques, des comportements animaux et surtout des interactions complexes entre tous ces éléments. Cette approche systémique, développée bien avant l'émergence de l'écologie scientifique, anticipait remarquablement les concepts modernes de développement durable. Les membres de l'équipe, fascinés par ces révélations, commençaient à comprendre que leur sauvetage n'était pas dû au hasard ou à la chance, mais à l'application méthodique d'un corpus de connaissances ancestrales d'une sophistication extraordinaire. Dubois, en particulier, prenait des notes détaillées sur ces techniques, pressentant leur importance pour la formation future des forestiers et des guides de montagne. « Jean-Baptiste, déclara-t-il, tu nous révèles un savoir qui devrait être enseigné dans toutes les écoles forestières. » L'amélioration continue de leur situation permit également d'organiser des activités qui préservaient de la santé physique et mentale des occupants. Moreau institua des exercices physiques adaptés à l'espace restreint, des rotations d'aération pour renouveler l'air sans perdre la chaleur, et surtout des moments de récit et de transmission orale qui maintenaient l'esprit de groupe et permettaient de faire passer le temps pendant les longues heures d'immobilisation forcée. Ces moments de transmission révélaient l'extraordinaire richesse du patrimoine culturel oral que représentaient les connaissances de Moreau. Ces récits familiaux retraçaient plusieurs siècles d'adaptation aux conditions climatiques extrêmes,
de développement de techniques de survie, d'observation des phénomènes naturels. Cette mémoire vivante, menacée de disparition avec l'urbanisation et la modernisation, révélait soudain toute sa valeur pratique et culturelle face à l'urgence de la survie. Le troisième jour apporta une nouvelle dégradation des conditions extérieures avec l'arrivée d'une tempête de neige d'une violence inouïe. Les rafales atteignaient désormais 120 km/h, la visibilité était nulle au-delà de 2 mètres et la température extérieure chutait encore pour atteindre 45 degrés Fahrenheit, selon les dernières informations météorologiques. Ces conditions, absolument mortelles pour quiconque se trouverait à l'extérieur sans protection, transformaient leur abri en véritable arche de survie au cœur d'un déluge glacial. Paradoxalement, cette aggravation des conditions extérieures améliorait encore l'efficacité thermique de leur refuge. La couche de neige qui s'accumulait sur le toit renforçait l'isolation naturelle. Les infiltrations d'air froid diminuaient grâce au colmatage progressif de toutes les fissures par la neige poussée par le vent et l'étanchéité générale de la structure s'améliorait naturellement. L'abri, conçu selon des principes ancestraux éprouvés, tirait profit de l'adversité pour optimiser ses performances. Cette situation paradoxale, plus les conditions extérieures se dégradaient, plus leur confort intérieur s'améliorait, illustrait parfaitement la sophistication des techniques développées par les anciens pour s'adapter aux environnements hostiles. Contrairement aux technologies modernes qui luttent contre la nature, ces méthodes ancestrales utilisaient les forces naturelles pour renforcer leur efficacité, transformant l'adversité en allié de la survie humaine. Le 4e jour de leur réclusion forcée marqua un tournant psychologique crucial pour l'équipe. Alors que les conditions extérieures demeuraient épouvantables avec des températures de 40 degrés C et des vents soutenus de 100 km/h, l'abri de Moreau était devenu un véritable havre de paix où régnait une température stable de 18 degrés C. Cette différence de 58 degrés entre l'intérieur et l'extérieur constituait un record absolu qui défiait toutes les lois de la thermodynamique appliquées aux abris de fortune, transformant cette construction ancestrale en véritable démonstration de l'efficacité des technologies traditionnelles. Cette performance exceptionnelle s'expliquait par l'optimisation progressive du système au cours des jours précédents. L'isolation naturelle s'était perfectionnée par tassement et humidification des matériaux organiques. L'étanchéité s'était renforcée par l'accumulation de neige dans toutes les fissures, et surtout les occupants avaient appris à gérer leur métabolisme et leurs mouvements pour maximiser la production et la conservation de chaleur. Cette adaptation comportementale, guidée par les enseignements de Moreau, transformait progressivement le groupe en véritable organisme collectif de survie. La gestion de l'espace vital révélait également la sophistication de l'approche traditionnelle. Moreau avait organisé l'aménagement intérieur selon des principes ergonomiques empiriques qui optimisaient à la fois le confort, l'efficacité énergétique et la cohésion sociale. Chaque zone avait sa fonction spécifique: repos, préparation des repas, stockage, hygiène, et même un espace de socialisation où les membres du groupe pouvaient discuter sans gêner les dormeurs. Jean-Baptiste observait Dubois avec une admiration croissante. « Ton abri fonctionne mieux qu'une maison moderne. Comment expliques-tu cette efficacité extraordinaire ?» Moreau réfléchit longuement avant de répondre. « Je crois que c'est parce que nos ancêtres construisaient avec la nature, pas contre elle. Ils utilisaient les propriétés naturelles des matériaux au lieu de les combattre. Et puis, ils avaient du temps pour perfectionner leurs techniques sur plusieurs générations. » Cette réflexion touchait au cœur de la différence fondamentale entre approche traditionnelle et approche moderne de la construction. Là où la technologie contemporaine impose des solutions standardisées qui nécessitent souvent des apports énergétiques externes, les techniques ancestrales exploitaient les propriétés intrinsèques des matériaux et des environnements locaux pour créer des systèmes auto-optimisants qui s'amélioraient naturellement avec le temps et l'usage. L'alimentation dans l'abri suivait également des principes nutritionnels ancestraux adaptés aux conditions de survie extrêmes. Moreau avait réorganisé la consommation des rations en privilégiant les apports caloriques denses, en optimisant les moments de prise alimentaire selon les rythmes circadiens perturbés par l'isolement et surtout en complétant l'alimentation industrielle par des apports naturels tirés de l'environnement immédiat malgré les conditions hivernales. Regardez,
expliquait-il en préparant une tisane avec des aiguilles d'épicéa. Cette infusion contient plus de vitamine C que vos comprimés pharmaceutiques. Et cette résine, mélangée à de la graisse, donne un baume qui soigne les gerçures mieux que vos crèmes modernes. Ces remèdes traditionnels, préparés avec des ingrédients collectés dans l'environnement immédiat, révélaient l'existence d'une véritable pharmacopée naturelle que les anciens maîtrisaient parfaitement. Le maintien du moral du groupe représentait un autre aspect crucial de la gestion traditionnelle de la survie en conditions extrêmes. Moreau organisait des veillées où chacun racontait ses souvenirs, ses projets, ses craintes, créant une atmosphère de solidarité et de partage qui préservait la cohésion psychologique du groupe. Ces moments de communication interpersonnelle, bien plus efficaces que n'importe quelle technique moderne de gestion de crise, puisaient dans une compréhension intuitive de la psychologie humaine en situation de stress. Dans les situations difficiles, expliquait Moreau, il faut nourrir l'âme autant que le corps. Mon grand-père disait que les hommes qui gardent l'espoir et la solidarité peuvent survivre à n'importe quoi, même aux pires catastrophes. Cette philosophie de la survie, qui intégrait dimensions physiques, psychologiques et spirituelles, anticipait remarquablement les approches modernes de gestion des situations de crise et de trauma collectifs. La surveillance météorologique assurée par Moreau, grâce à ses connaissances empiriques, se révélait étonnamment précise. En observant les variations du vent, les changements de pression atmosphérique perceptibles dans l'abri et même les comportements des rares animaux encore actifs dans cette tempête, il parvenait à prévoir l'évolution des conditions avec une fiabilité qui impressionnait ses compagnons habitués aux prévisions météorologiques technologiques. « Demain, le vent va faiblir », annonça-t-il le soir du 4e jour. « Et après-demain, la température va remonter. Je le sens dans l'air, et les corbeaux que j'ai vus ce matin ne mentent jamais sur le temps. » Ces prédictions, basées sur l'observation de signes imperceptibles pour des citadins modernes, s'appuyaient sur un système de lecture de l'environnement développé au cours de siècles d'observation attentive des cycles naturels. L'entretien de l'abri nécessitait également des interventions quotidiennes que Moreau orchestrait avec la précision d'un chef d'orchestre. Déneigement sélectif du toit pour maintenir l'isolation optimale sans risque d'effondrement, renouvellement partiel de l'air sans perte thermique excessive, réajustement de l'isolation selon l'évolution des conditions. Chaque geste était calculé pour maintenir l'efficacité du système sans gaspiller d'énergie humaine. Cette gestion fine et continue révélait que la survie traditionnelle n'était pas une technique passive, mais un processus dynamique d'adaptation permanente aux variations de l'environnement. Contrairement aux solutions technologiques modernes qui fonctionnent, selon des paramètres fixes, l'approche ancestrale nécessitait une attention constante et une capacité d'ajustement qui transformait la survie en véritable art de vivre en harmonie avec les forces naturelles. Le 5e jour apporta la première amélioration météorologique depuis le début de leur épreuve. Comme l'avait prédit Moreau, le vent commença à faiblir sensiblement vers midi et la température extérieure remonta légèrement pour atteindre 35 degrés secs, soit un réchauffement de 10 degrés qui, dans leur contexte, représentait une amélioration considérable. Cette évolution, parfaitement anticipée par les observations empiriques de Moreau, confirmait une fois de plus la pertinence de ces méthodes ancestrales de lecture de l'environnement naturel. L'amélioration des conditions extérieures permit d'envisager pour la première fois, depuis leur réclusion forcée, des sorties d'exploration et de collecte autour de l'abri. Moreau organisa méthodiquement ces expéditions limitées selon des principes de sécurité que lui avaient transmis ses ancêtres. Sorties courtes, par binôme, avec point de repère visuel et sonore, et surtout respect absolu des horaires pour éviter tout risque de perte dans l'environnement encore hostile. Ces premières sorties révélèrent l'ampleur des transformations que la tempête avait apportées au paysage forestier. La neige, accumulée en congères de plusieurs mètres de hauteur, avait complètement modifié la topographie habituelle. Des arbres centenaires étaient cassés ou déracinés par la violence du vent, des rochers familiers avaient disparu sous les accumulations neigeuses et même les chemins les plus évidents s'étaient effacés sous le manteau blanc uniforme. Sans repère fiable, expliquait Moreau en préparant sa première sortie avec Dubois,
un homme peut se perdre à 50 mètres de son abri et mourir de froid sans jamais le retrouver. C'est pourquoi nos ancêtres avaient développé des techniques de navigation hivernale qui ne dépendent ni du soleil ni des points cardinaux classiques. Cette expertise de l'orientation en conditions de visibilité réduite s'appuyait sur une lecture fine des micro-reliefs, des directions dominantes du vent et même des caractéristiques acoustiques de l'environnement enneigé. La collecte de combustible représentait une priorité absolue pour maintenir l'efficacité de leur système de chauffage d'appoint. Moreau enseigna à ses compagnons comment identifier et récolter le bois mort adapté à un petit foyer, comment évaluer le degré d'humidité des branches et surtout comment constituer des réserves suffisantes sans épuiser inutilement les ressources disponibles dans leur périmètre de sécurité. « Il faut prendre seulement ce qu'il faut », expliquait-il en sélectionnant soigneusement ses branchages, « et toujours laisser plus qu'on ne prend. La forêt nous donne ce dont nous avons besoin, mais il faut la respecter pour qu'elle continue à nous nourrir. » Cette éthique de la collecte, mélange de pragmatisme et d'écologie intuitive, révélait une approche durable de l'exploitation des ressources naturelles développées bien avant l'émergence de la conscience environnementale moderne. Les sorties permirent également de compléter leur alimentation avec des ressources naturelles que Moreau savait identifier et préparer même en plein hiver. Il découvrit des réserves de noisettes cachées par des écureuils, identifia des écorces comestibles et nutritives, et même localisa des sources d'eau pure qui permettraient de varier leur approvisionnement hydrique. Cette capacité à trouver de la nourriture en plein hiver dans un environnement apparemment stérile stupéfiait ses compagnons. « Comment sais-tu que cette écorce est comestible ?»« Piquet, tu crois, demandait Mercier, en observant Moreau préparer une décoction avec des lamelles de bouleau. « Mon arrière-grand-mère connaissait toutes les plantes de la forêt, répondait-il, et elle m'a transmis ce savoir quand j'étais enfant. Chaque arbre, chaque herbe a ses propriétés. Il faut juste savoir les reconnaître et les préparer correctement. » Cette pharmacopée et cette nutrition forestière révélaient l'existence d'un corpus de connaissances botaniques d'une richesse extraordinaire. L'observation de la faune hivernale constituait un autre aspect fascinant de ces explorations. Moreau lisait les traces laissées par les animaux dans la neige comme un livre ouvert qui lui révélait les mouvements, les comportements et même l'état de santé des différentes espèces. Cette capacité de déchiffrement des signes naturels lui permettait non seulement de prévoir l'évolution météorologique, mais aussi de localiser des ressources alimentaires supplémentaires et d'évaluer les risques potentiels de leur environnement. « Voyez ces traces de lièvre », expliquait-il à Roussel en pointant du doigt des marques pratiquement invisibles dans la neige. « Elles sont fraîches, ce qui signifie que l'animal cherche activement de la nourriture. Cela veut dire que le froid va encore durer, mais que les conditions s'améliorent assez pour que les animaux osent sortir. » Cette lecture écologique de l'environnement transformait chaque sortie en véritable cours de sciences naturelles appliquées. L'entretien et l'amélioration de l'abri bénéficièrent également de ces possibilités de sortie. Moreau put collecter de nouveaux matériaux d'isolation, réparer quelques défaillances mineures de la structure et surtout optimiser le système de ventilation grâce à des ajustements impossibles depuis l'intérieur. Ces améliorations continues, rendues possibles par l'évolution des conditions, illustraient le caractère dynamique et adaptatif des techniques ancestrales. Le moral du groupe, déjà excellent grâce à la gestion psychologique remarquable de Moreau, s'améliora encore avec ses premières reprises de contact avec l'extérieur. La possibilité de sortir, même brièvement de leur espace confiné, apportait une bouffée d'air frais physique et psychologique qui revitalisait l'ensemble de l'équipe. Cette gestion du moral par l'alternance entre protection et exploration révélait une compréhension sophistiquée des besoins psychologiques humains en situation de stress prolongé. Ces journées d'amélioration progressive permirent également de faire le bilan de leur expérience et de mesurer l'ampleur de la transformation qu'avait subie l'équipe au cours de cette épreuve. Non seulement ils avaient tous survécu à des conditions qui auraient normalement été mortelles, mais ils avaient aussi acquis une formation accélérée aux techniques de survie ancestrale qui transformaient leur vision de la relation entre humanité et nature. Le 7e jour marqua un tournant décisif, avec une amélioration sensible des conditions météorologiques qui permettait d'envisager sérieusement
un retour vers la civilisation. La température extérieure était remontée à 20 degrés. Le vent avait pratiquement cessé et surtout la visibilité s'était suffisamment améliorée pour permettre une orientation fiable sur les distances moyennes. Ces conditions, encore difficiles selon les standards normaux, représentaient un environnement praticable pour des hommes entraînés et bien équipés qui maîtrisaient les techniques de déplacement hivernal. Cependant, la perspective de quitter leur refuge suscitait des sentiments ambivalents parmi les membres de l'équipe. D'un côté, l'envie naturelle de retrouver leur famille et leurs conditions de vie normales après une semaine d'isolement total. De l'autre, une forme d'attachement inattendu à cet abri qui les avait sauvés et où ils avaient vécu une expérience humaine exceptionnelle de solidarité et de découverte. Cette ambivalence révélait l'impact profond qu'avait eu cette expérience sur leur perception de la relation entre confort moderne et épanouissement humain. Moreau organisa méticuleusement leur départ selon des protocoles de sécurité hivernale que lui avaient transmis ses ancêtres. Préparation d'équipements de secours avec des matériaux naturels, constitution de réserves alimentaires d'urgence, planification d'itinéraires de repli vers des abris de fortune, chaque détail était calculé pour minimiser les risques d'une expédition qui demeurait périlleuse malgré l'amélioration des conditions. « Nous ne partons pas en promenade », prévenait-il en vérifiant l'équipement de chacun. « Nous traversons encore un environnement hostile où la moindre erreur peut être fatale. Il faut rester groupé, respecter les allures de marche et surtout garder assez de force pour construire un nouvel abri si les conditions se dégradaient à nouveau. » Cette approche prudente et méthodique contrastait avec l'impatience de certains membres de l'équipe pressés de retrouver la civilisation. Le démontage partiel de l'abri fut effectué selon des principes écologiques que Moreau appliquait rigoureusement. « Nous prenons seulement ce qui nous appartient, expliquait-il, et nous laissons la structure de base pour d'éventuels futurs utilisateurs. La forêt nous a donné ce dont nous avions besoin, nous lui rendons son bien. » Cette éthique de la récupération et du partage illustrait une conception de la propriété et de l'usage des ressources naturelles radicalement différente de l'approche consumériste moderne. Le départ proprement dit s'effectua en formation serrée, Moreau ouvrant la marche avec l'assurance de celui qui connaît parfaitement le terrain, même transformé par la tempête. Sa capacité à retrouver l'orientation dans un paysage complètement modifié par les accumulations neigeuses impressionnait ses compagnons qui réalisaient progressivement l'ampleur de l'expertise nécessaire pour survivre dans ces conditions sans assistance technologique moderne. La progression dans la neige profonde nécessitait l'application de techniques spécifiques que Moreau enseignait au fur et à mesure de la marche. Répartition du poids pour éviter l'enfoncement excessif, gestion de l'effort pour maintenir la chaleur corporelle sans épuisement, lecture du terrain pour éviter les zones dangereuses dissimulées par la neige. Chaque pas demandait attention et expertise pour progresser efficacement sans compromettre la sécurité du groupe. « La neige, c'est comme l'eau », expliquait Moreau. « Elle cache les obstacles et les dangers, mais elle porte aussi celui qui sait la lire. Il faut sentir sa consistance sous les pieds, écouter le bruit qu'elle fait, observer sa couleur pour deviner ce qu'il y a dessous. » Cette lecture tactile et auditive de l'environnement neigeux révélait une approche sensorielle de la navigation que la technologie moderne avait largement fait disparaître. Après 4 heures de marche prudente mais régulière, l'équipe atteignit la lisière de la forêt où une route départementale déneigée permettait d'envisager un retour rapide vers la civilisation. Cette transition brutale entre l'environnement naturel hostile et l'infrastructure moderne créait un choc culturel saisissant qui soulignait l'ampleur de l'adaptation qu'avaient dû réaliser ces hommes au cours de la semaine écoulée. La première voiture qui s'arrêta pour les prendre en charge appartenait à la gendarmerie de Morez qui les recherchait depuis plusieurs jours. L'inquiétude des familles, alertées par le retard de l'équipe, avait déclenché des opérations de recherche qui avaient dû être interrompues par les conditions météorologiques exceptionnelles. La découverte de 6 hommes en parfaite santé après une semaine dans des conditions considérées comme mortelles stupéfia les sauveteurs. « Comment avez-vous fait pour survivre à ce froid ?» demandait l'adjudant Rousseau, chef des opérations de recherche. « Jean-Baptiste nous a sauvé la vie avec ses techniques d'ancien temps », répondait Dubois. « Sans lui,
nous serions tous morts gelés dès la première nuit. Cette reconnaissance spontanée du rôle crucial de Moreau illustrait la transformation qu'avait subie l'équipe au cours de cette expérience, passant du scepticisme initial à l'admiration la plus totale pour les savoirs ancestraux. Le retour vers Morez s'effectua dans une ambiance de célébration et de reconnaissance mutuelle qui masquait mal l'émotion profonde de tous les participants. Cette expérience de survie extrême avait créé des liens humains exceptionnels et surtout révélé des aspects de la condition humaine que la vie moderne tend à occulter: la capacité d'adaptation, la valeur de la solidarité, l'importance des savoirs traditionnels et surtout la possibilité de trouver un équilibre harmonieux avec l'environnement naturel. L'accueil à Morez fut triomphal, non seulement pour les familles soulagées de retrouver leurs proches, mais aussi pour toute la communauté locale qui découvrait avec fierté que l'un des leurs avait accompli un exploit de survie exceptionnel grâce à des techniques transmises par les générations précédentes. Cette reconnaissance collective transformait Moreau, homme simple et modeste, en véritable héros local, porteur d'un patrimoine culturel soudain revalorisé. Les semaines qui suivirent le retour de l'équipe transformèrent Jean-Baptiste Moreau en véritable célébrité régionale et bientôt nationale. L'histoire de cette survie exceptionnelle, grâce aux techniques ancestrales, attira l'attention des médias, des scientifiques et des organismes de formation qui découvraient avec fascination l'existence d'un corpus de connaissances traditionnelles d'une efficacité remarquable. Cette notoriété soudaine embarrassait profondément le modeste bûcheron qui n'avait fait qu'appliquer des savoirs familiaux transmis naturellement de père en fils depuis des générations. L'Institut météorologique national sollicita Moreau pour étudier scientifiquement les techniques de prévision météorologique empirique qu'il maîtrisait. Les chercheurs, intrigués par la précision de ses prédictions, basées uniquement sur l'observation des signes naturels, organisèrent des sessions d'analyse comparative entre ces méthodes ancestrales et les techniques modernes de météorologie. Les résultats révélèrent que, sur le court terme et à l'échelle locale, l'approche empirique de Moreau égalait souvent la fiabilité des prévisions technologiques, particulièrement pour anticiper les variations extrêmes de température et de vent. L'École nationale des eaux et forêts de Nancy invita officiellement Moreau à donner une série de conférences sur les techniques traditionnelles de survie forestière. Ces interventions, qui mêlèrent démonstrations pratiques et transmission de savoirs oraux, révolutionnèrent l'approche pédagogique de l'institution. Pour la première fois depuis sa création, l'école intégrait dans son cursus officiel des enseignements basés sur l'expérience populaire plutôt que sur la science académique pure. Ce que nous enseigne M. Moreau, déclarait le directeur de l'école lors de l'inauguration de ces nouveaux cours, c'est que la science moderne, malgré ses performances remarquables, ne doit pas faire oublier les savoirs empiriques développés au cours des siècles. Ces connaissances traditionnelles constituent un patrimoine précieux qui complète et enrichit notre approche technique contemporaine. Cette reconnaissance institutionnelle marquait une évolution significative dans la conception de la formation professionnelle forestière. L'armée française manifesta également un intérêt considérable pour les techniques démontrées par Moreau. L'école de guerre de montagne d'Annecy organisa plusieurs stages expérimentaux où Moreau enseignait aux instructeurs militaires ses méthodes de construction d'abris de survie. Ces formations initialement réservées aux unités d'élite furent progressivement étendues à l'ensemble des troupes de montagne, révolutionnant les procédures de survie de l'armée française en environnement hostile. La presse nationale s'empara de l'histoire avec un enthousiasme qui dépassait largement les attentes de Moreau. Le Figaro titrait « Quand la sagesse ancestrale défie la technologie moderne », Le Monde analysait la redécouverte des savoirs populaires face aux défis environnementaux, tandis que Paris Match consacrait un reportage photographique complet aux techniques traditionnelles de construction forestière. Cette médiatisation transformait un fait divers local en phénomène de société, questionnant la relation entre modernité et tradition. Cependant, cette notoriété soudaine créait aussi des tensions et des malentendus que Moreau gérait avec la sagesse pragmatique qui le caractérisait. Certains journalistes cherchaient à opposer systématiquement techniques ancestrales et méthodes modernes, créant une polémique artificielle qui déformait complètement sa pensée. « Je ne suis pas contre le progrès », expliquait-il patiemment,
Je dis seulement qu'il ne faut pas oublier ce que nos ancêtres savaient. Les deux approches peuvent se compléter au lieu de s'opposer. L'Université de Besançon créa un programme de recherche pluridisciplinaire pour étudier et documenter les savoirs traditionnels encore présents dans les communautés rurales du Jura. Cette initiative, dirigée par l'anthropologue Pierre Bourdieu et l'historien Fernand Braudel, visait à constituer un corpus scientifique de ces connaissances empiriques avant leur disparition définitive. Moreau accepta de collaborer à ce projet en tant qu'informateur principal, conscient de l'importance de préserver ces savoirs pour les générations futures. Les résultats de cette recherche universitaire révélèrent l'existence d'un véritable système de connaissances intégré qui couvrait tous les aspects de la vie en harmonie avec l'environnement naturel, architecture écologique, médecine par les plantes, agriculture adaptée au cycle naturel, météorologie empirique, nutrition basée sur les ressources locales. Cette découverte transformait la perception académique des savoirs populaires, désormais considérés comme un patrimoine scientifique à part entière. L'impact international de cette histoire dépassa rapidement les frontières françaises. Des universités américaines, canadiennes et scandinaves invitèrent Moreau pour des échanges avec leurs spécialistes de survie en environnement nordique. Ces rencontres révélèrent que des techniques similaires existaient dans toutes les cultures, ayant dû s'adapter aux conditions hivernales extrêmes, suggérant l'existence de principes universels de survie développés indépendamment par différentes civilisations. La transformation personnelle de Moreau face à cette notoriété inattendue illustrait parfaitement sa sagesse naturelle. Malgré les sollicitations nombreuses et parfois flatteuses, il maintint ses activités professionnelles normales de bûcheron, considérant que son expérience n'avait de valeur que si elle restait ancrée dans la pratique quotidienne. « Je ne suis pas un professeur », répétait-il. « Je suis un homme des bois qui a eu de la chance d'apprendre de ses ancêtres. » Cette humilité authentique renforçait encore son crédit auprès de tous ceux qui le rencontraient. Contrairement aux experts autoproclamés ou aux théoriciens de la survie, Moreau incarnait une légitimité qui ne se discutait pas, celle de l'homme qui avait réellement sauvé des vies grâce à ses connaissances et qui continuait à vivre selon les principes qu'il enseignait. Cette cohérence entre discours et pratique expliquait largement l'impact extraordinaire de son témoignage. L'héritage le plus important de cette expérience fut probablement la création d'un nouveau courant pédagogique qui réconciliait approche scientifique moderne et savoir traditionnel. Les écoles forestières, les centres de formation de guides de montagne et même certaines universités intégrèrent progressivement ces enseignements dans leur cursus, créant une génération de professionnels formés à la fois aux techniques contemporaines et aux méthodes ancestrales. 20 ans après cette aventure extraordinaire, Jean-Baptiste Moreau était devenu une figure légendaire de la culture populaire française, symbole de la résistance des savoirs ancestraux face à l'uniformisation technologique moderne. Son exploit de survie avait inspiré une génération entière de chercheurs, d'écologistes et de pédagogues qui redécouvraient la valeur des connaissances empiriques dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie. Cette influence durable dépassait largement le cadre anecdotique d'un fait divers de survie pour toucher aux questions fondamentales de la relation entre humanité et environnement naturel. L'enseignement de ces techniques s'était institutionnalisé dans de nombreux organismes de formation professionnelle. L'École nationale des eaux et forêts avait créé une chaire spécialisée dans les savoirs traditionnels de gestion forestière qui attirait des étudiants du monde entier désireux d'acquérir ces compétences ancestrales. Cette reconnaissance académique transformait des pratiques populaires en disciplines scientifiques à part entière, avec ses méthodes de recherche, sa bibliographie et ses standards d'évaluation. L'impact environnemental de cette redécouverte fut considérable. Les techniques de construction écologique inspirées des méthodes de Moreau influencèrent l'architecture bioclimatique naissante, les principes de gestion forestière durable qu'il incarnait préfiguraient l'écologie scientifique moderne, et surtout sa philosophie de collaboration avec la nature, plutôt que de domination, inspirait les premiers mouvements écologistes français. Cette convergence entre sagesse ancestrale et conscience écologique contemporaine créait un nouveau paradigme de développement harmonieux. Les membres de l'équipe sauvée en 1963 étaient tous devenus des ambassadeurs passionnés de ces techniques traditionnelles dans leurs domaines respectifs. Du bois,
devenu directeur régional de l'Office national des forêts, avait révolutionné les méthodes de formation des forestiers en y intégrant systématiquement les enseignements de Moreau. Mercier dirigeait un centre de formation en survie qui dispensait ces techniques aux professionnels de la montagne, de l'armée et de la sécurité civile. L'influence internationale de cette approche française de réconciliation entre tradition et modernité attira l'attention de nombreux pays confrontés au même questionnement sur la préservation de leur patrimoine culturel. Le Canada intégra les méthodes de Moreau dans la formation de ses rangers, la Norvège adapta ses principes à la survie arctique, et même les États-Unis modifièrent leur programme militaire de survie pour y inclure ces techniques ancestrales européennes. La recherche scientifique moderne confirma progressivement la validité des intuitions empiriques que portaient ces savoirs traditionnels. Les études thermodynamiques expliquèrent scientifiquement l'efficacité remarquable des abris construits selon les méthodes de Moreau. Les recherches nutritionnelles validèrent les principes alimentaires qu'il appliquait, et même les analyses psychologiques confirmèrent la pertinence de ces méthodes de gestion de groupe en situation de stress. Cette validation scientifique a posteriori révélé l'extraordinaire sophistication de connaissances développées uniquement par observation empirique et transmission orale. Ce que nos ancêtres avaient découvert par l'expérience, observait le professeur Durand, spécialiste de thermodynamique appliquée, nous le redécouvrons aujourd'hui par le calcul et l'expérimentation. Mais eux l'avaient compris il y a des siècles. Cette reconnaissance de l'intelligence empirique remettait en question l'arrogance scientifique qui considérait les savoirs populaires comme primitifs ou approximatifs. L'héritage pédagogique de Moreau transforma également l'approche éducative dans de nombreux domaines. Ces méthodes d'enseignement par l'exemple, par la transmission orale et surtout par l'adaptation aux situations réelles inspirèrent une génération d'éducateurs qui remettaient en question la pédagogie abstraite et théorique dominante. Cette influence s'étendit de la formation professionnelle aux méthodes d'éducation populaire, créant un nouveau courant pédagogique basé sur l'expérience pratique. La dimension philosophique de son message touchait aux questions les plus profondes de la condition humaine moderne, dans une société de plus en plus urbanisée, technologisée et coupée de ses racines naturelles. L'exemple de Moreau rappelait que l'homme restait fondamentalement un être biologique adapté à la vie dans l'environnement naturel. Cette leçon d'humilité face à la nature inspirait les premiers mouvements de retour à la terre et d'agriculture biologique qui caractériseraient les décennies suivantes. Moreau lui-même, resté fidèle à ses origines et à ses principes, continuait à vivre simplement dans sa maison familiale de Morez, pratiquant toujours son métier de bûcheron malgré la célébrité. Il accueillait avec bienveillance les nombreux visiteurs venus apprendre ses techniques, mais refusait systématiquement toute commercialisation de son savoir. « Ce que j'ai appris, répétait-il, c'est un héritage de famille qui appartient à tous. On ne vend pas la sagesse de ses ancêtres. » Cette intégrité morale, maintenue malgré les tentations et les pressions, renforçait encore son prestige et sa crédibilité. À une époque où beaucoup transformaient leur notoriété en profit commercial, l'attitude désintéressée de Moreau incarnait des valeurs de partage et de générosité qui correspondaient parfaitement à la philosophie de vie qu'il enseignait. Cette cohérence entre principes et comportements expliquait l'impact durable de son exemple sur tous ceux qui le rencontraient. Quand Moreau s'éteignit paisiblement en 1995, à l'âge de 84 ans, ses funérailles rassemblèrent des milliers de personnes venues de toute l'Europe pour rendre hommage à celui qui avait sauvé bien plus que 6 vies dans une forêt jurassienne. Il avait sauvé un patrimoine de savoirs ancestraux, inspiré une nouvelle approche de la relation homme-nature et surtout démontré qu'intelligence traditionnelle et modernité pouvaient en se réconcilier pour construire un avenir plus harmonieux. Son héritage continuait à vivre dans les innombrables personnes qu'il avait formées et qui perpétuaient à leur tour cette transmission millénaire de la sagesse humaine face aux défis de l'environnement.